Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient en support du chapitre numéro 12 concernant l'absorption. Donc on est toujours dans le pôle 3 qui concerne la nutrition et la digestion. Dans cette vidéo, on va explorer plus en détail les différents aspects impliqués dans l'absorption des nutriments, c'est-à-dire leur passage dans le sang. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à une maladie qui touche malheureusement un nombre de plus en plus important de personnes dans la population mondiale. Il s'agit de la maladie de cœliaque. Alors ça s'écrit coéliaque, mais en fait ça se prononce cœliaque. C'est une maladie qui est caractérisée par une intolérance au gluten. Le gluten, c'est un groupe de protéines alimentaires qu'on retrouve dans les céréales, donc par exemple le blé, le seigle, l'orge ou encore l'épeautre. Lorsque ces personnes souffrant de la maladie de cœliaque sont en contact avec le gluten, leur système immunitaire surréagit et provoque une réaction inflammatoire dans les zones où a eu lieu le contact. On estime qu'à peu près 1% de la population mondiale souffrirait de cette maladie, même si c'est probablement un chiffre qui est en dessous de la réalité. Alors quels en sont les symptômes ? Les principaux symptômes, bien sûr, touchent l'appareil digestif. En effet, c'est là qu'a lieu le contact entre le gluten de l'alimentation et notre organisme. Alors il peut s'agir de diarrhée, de constipation, mais aussi de crampes d'estomac, de maux de ventre divers, de nausées ou de vomissements. Et étant donné que les nutriments ne sont pas correctement absorbés, le patient souffre d'une anémie et d'une fatigue chronique. En général, la personne commence à perdre du poids et souffre d'anorexie, mais cette fois-ci pas liée à un dysfonctionnement cérébral, uniquement à cause de ce qui se passe au niveau de son tube digestif. La maladie cœliaque peut malheureusement avoir d'autres répercussions comme des maux de tête, des migraines, de la dépression, et puis il peut s'installer également des atteintes au niveau du système reproducteur, comme par exemple des difficultés à concevoir un enfant. Et si la maladie de cœliaque se déclenche chez un jeune enfant, il peut y avoir un retard ou un défaut total de croissance. Il n'y a pas d'autre solution pour les patients qui souffrent de cette maladie que de supprimer complètement le gluten de leur alimentation. Donc ça veut dire adieu les pâtes, le pain classique. Il faut éviter au maximum les contacts avec le gluten afin d'éviter les crises douloureuses et les atteintes au niveau de l'intestin en particulier. Puisque la maladie de cœliaque est un défaut de l'absorption des nutriments, on va justement profiter de ce chapitre pour comprendre quelles sont les structures essentielles à l'absorption des nutriments dans notre tube digestif et quels sont les mécanismes associés. Quelles sont les structures qui permettent l'absorption, en particulier au niveau de l'intestin grêle? On va rentrer dans plus de détails que dans le chapitre 10. Donc, considérons une coupe d'intestin. Vous reconnaissez ici les 4 tuniques constituant sa paroi. Et la tunique la plus interne, la plus proche de la lumière, n'est pas lisse. Elle présente des espèces de replis sur toute la largeur de l'intestin, des replis circulaires. On appelle cela des valvules connivantes. Si on zoome davantage sur une de ces valvules connivantes, on peut remarquer d'autres choses très intéressantes par rapport à leur structure. Chaque valvule est constituée de très nombreuses cellules attachées fortement les unes aux autres. On reconnaît là la structure caractéristique du tissu épithélial. Et puis au cœur des valvules connivantes, on va retrouver tout un tas de canaux qui transportent soit du sang, soit de la lymphe. Alors, ce schéma, afin de simplifier la compréhension, on a mis d'un côté les vaisseaux lymphatiques et de l'autre côté les vaisseaux sanguins. Mais en réalité, la représentation que vous avez dans votre poli de cours est plus fidèle à la réalité, c'est-à-dire que dans chaque valvule, il y a les deux types de vaisseaux. La circulation sanguine est représentée en bleu et rouge. Vous devez vous rappeler, grâce à vos cours de SVT, que ces deux couleurs ont une signification bien précise. Le sang arrive au niveau des organes riches en dioxygène, il est donc représenté en rouge. Et puis, quand il quitte les organes, il est appauvri en dioxygène et par contre il est enrichi en dioxyde de carbone, et là il quitte par ce qu'on appelle des vénules. Entre les artérioles qui amènent le sang et les vénules qui emportent le sang loin des organes, on retrouve tout un réseau de tout petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires. C'est là que vont avoir lieu les échanges entre le sang et les tissus. Alors de l'autre côté, on a des vaisseaux qui sont de couleur verte. Ceux-là, ce sont les vaisseaux lymphatiques. Ils peuvent aussi être représentés en jaune, ça dépend des ouvrages. C'est une circulation qui se fait en parallèle de la circulation sanguine et qui va permettre notamment de drainer l'excès de liquide qui se trouve dans les tissus. Par contre, la circulation dans les vaisseaux lymphatiques se fait beaucoup plus lentement que dans la circulation sanguine. Pour prendre une analogie ferroviaire, la circulation sanguine ce serait le TGV, et la circulation lymphatique c'est le petit train de montagne qui va tout doucement. On peut zoomer encore davantage et s'intéresser cette fois-ci à une cellule individuelle du tube digestif. On appelle ces cellules des entérocytes. Je vous rappelle que la partie entéro, ça désigne tout ce qui fait partie ou qui a rapport à l'intestin, et le suffixe cyte, ça désigne une cellule. Ces cellules ont une particularité significative. Si on observe leur partie supérieure, on remarque qu'elles ont de très nombreux replis au niveau de leur membrane. On appelle ça les microvillosités, et on en avait déjà parlé au chapitre 10. Cette structure, elle permet de distinguer les deux pôles de la cellule.
Le pôle où il y a les microvillosités est appelé le pôle apical. Le pôle inférieur, où il n'y a pas de microvillosité, est appelé le pôle basal, puisqu'il est en bas. On dit donc que les cellules sont polarisées. On peut étudier les microvillosités avec deux techniques différentes, soit de la microscopie électronique à balayage, soit de la microscopie électronique à transmission. Les deux types de microscopie électronique fonctionnent en bombardant l'échantillon avec un faisceau d'électrons. Mais c'est le type d'électron qui est ensuite étudié qui sera différent selon le type de microscopie. Dans la microscopie électronique à transmission, on va s'intéresser aux électrons qui ont traversé l'échantillon. Donc on va parler d'électrons transmis. Par contre, pour la microscopie à balayage, on s'intéresse aux électrons qui sont réfléchis, c'est-à-dire ceux qui ont en quelque sorte rebondi sur l'échantillon. Dans l'activité 1, je vous soumets deux images en microscopie électronique à transmission, celle d'une personne saine et celle d'un patient atteint de la maladie de cœliaque. Vous aurez à comparer les microvillosités représentées sur ces deux images. Donc, je vous invite à faire attention à la taille des microvillosités, mais aussi à leur espacement et à leur régularité pour répondre à la question que je vous posais. Maintenant que l'on sait quelles sont les structures responsables de l'absorption, on va pouvoir s'intéresser à la mettre en évidence dans notre corps. On a plusieurs manières de faire cela. La première, c'est d'utiliser ce genre de graphique que je vous propose dans l'activité numéro 2. Donc là, on étudie l'évolution du pourcentage de biomolécules dans les différentes zones du tube digestif, donc entre guillemets au fur et à mesure de la digestion. On remarque une diminution globale. Et ça, c'est logique, puisque au départ, les biomolécules sont présentes dans la lumière du tube digestif, et le but, c'est de récupérer ces biomolécules, de les faire passer dans le sang pour que là, elles puissent être distribuées aux organes et fournir l'énergie nécessaire à notre fonctionnement. Dans l'activité 2, vous devrez analyser de manière très précise ce graphique, mais pour une seule des trois biomolécules. Donc vous choisissez soit les glucides, soit les lipides, soit les protéines, mais c'est inutile de me faire les trois. Par contre, pour la biomolécule choisie, vous commencerez par présenter les axes, décrire les variations constatées, avec quelques valeurs chiffrées à l'appui. Pas la peine de me citer la valeur précise du pourcentage pour chaque zone du tube digestif, mais 2 ou 3 valeurs seront intéressantes. Et après, vous ferez une phrase de conclusion et d'interprétation qui pourra être élargie, avec également une autre phrase, aux deux autres types de biomolécules, puisqu'on a globalement à peu près toujours la même tendance. Il y a un deuxième moyen de mettre en évidence le phénomène d'absorption intestinale. Alors cette fois-ci, on va se concentrer uniquement sur les glucides. Et alors je vais introduire une notion très importante, c'est celle de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc dans ce tableau, on étudie finalement la glycémie, entre guillemets, pour les différents organes, soit à l'entrée de ces organes du tube digestif, soit à leur sortie. Pour que vous compreniez bien ce qu'on veut mettre en évidence, je vous propose un schéma, et vous pouvez le faire pour les autres organes si cela vous aide. Donc l'estomac, il est alimenté en sang par des vaisseaux sanguins qu'on appelle des artérioles. Elles apportent un sang riche en oxygène, représenté donc en rouge. Au niveau de l'estomac se forme un vaste réseau de capillaires, et c'est là que vont pouvoir avoir lieu les échanges entre la lumière du tube digestif, donc l'intérieur de l'estomac, et le sang. Et puis ensuite, les capillaires se rejoignent, forment des vénules qui elles-mêmes fusionnent pour former des veines. Dans les vénules et veines, le sang est pauvre en dioxygène et riche en CO2, donc il est représenté en bleu. Dans notre tableau, pour l'estomac, vous voyez qu'on a 90 mg de glucose dans 100 ml de sang à l'entrée de l'estomac, et par contre, on a 87 mg de glucose par 100 ml de sang sortant. Ces deux valeurs, 90 et 87, sont quasiment les mêmes. Il n'y a pas de différence significative entre les deux. Ce qui veut dire qu'on a autant de sang à la sortie de l'estomac, on a autant de sucre dans le sang, pardon, à la sortie de l'estomac qu'on en avait à l'entrée de l'estomac. Par contre, si on avait vu beaucoup plus de sucre dans le sang qui sort de l'estomac, ça voudrait dire que ce sucre, il est venu de l'intérieur de l'estomac et qu'il est passé dans le sang. Donc ça permettrait de mettre en évidence les phénomènes d'absorption. Donc je vous laisse étudier les autres valeurs pour l'intestin grêle et pour le gros intestin, et ça vous permettra de cerner précisément qu'est-ce qui se passe pour les glucides, pour l'absorption des glucides dans le tube digestif. Alors bien sûr, quand on souffre de la maladie de cœliaque, l'absorption ne va pas avoir lieu correctement. Donc je vous laisse le soin de réfléchir à la manière dont les valeurs pourraient être modifiées pour ces deux méthodes, donc soit pour les pourcentages de biomolécules dans la lumière du tube digestif, soit en se concentrant sur les glucides, mais dans le sang qui arrive ou dans le sang qui sort des organes du tube digestif. Alors on arrive maintenant à l'activité 3, et dans cette activité, on va s'intéresser aux voies empruntées par les biomolécules une fois qu'elles quittent la lumière du tube digestif au niveau de l'intestin. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la figure que je vous ai mise, donc la figure 8 dans votre document. Et dans ce grand tableau, on va suivre l'évolution en fonction du temps du pourcentage de biomolécules dans le sang ou dans la lumière du tube digestif. Alors, ce tableau peut paraître un peu intimidant, mais je vous propose qu'on se concentre
sur ce qui se passe pour les glucides, donc la première ligne du tableau, et je vais vous le représenter d'une autre manière. Donc là encore, si ma manière d'expliquer vous aide, eh ben je vous invite à faire la même chose pour les deux autres familles de biomolécules sur une feuille avant de rédiger votre analyse. Donc, pour les glucides, on s'intéresse à l'absorption intestinale. On sait que l'absorption intestinale elle a majoritairement lieu au niveau de l'intestin grêle, donc je vous ai représenté ici une section d'intestin grêle. La section d'intestin grêle, elle se trouve à proximité d'un vaisseau sanguin. 3 heures après la digestion, il y a 100% des molécules de glucides, que j'ai ici représentées par des triangles jaunes, dans la lumière du tube digestif. Donc on imagine qu'il y a 0% de glucides dans le sang. 6 heures après la digestion, on remarque qu'il y a 45% des glucides qui sont encore dans la lumière du tube digestif. Alors moi j'ai arrondi à 40%, et on en retrouve presque 60% dans le sang. Et enfin, 9 heures après la digestion, on remarque qu'il y a maintenant 90% des glucides, donc la grande majorité des glucides qui est passée dans le sang, et on n'a plus que 10% dans la lumière du tube digestif. Donc c'est ce qu'on met en évidence grâce à ce tableau. Je vous laisse regarder s'il se passe la même chose pour les protéines. Et par contre pour les lipides, vous verrez qu'il y a une petite subtilité. Je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Par contre, n'oubliez pas, quelque chose qu'on a dit quand on a décrit les structures qui permettent l'absorption intestinale, j'ai évoqué les capillaires lymphatiques. Alors j'en dis pas plus, je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Pour conclure cette activité 3, je voudrais vous rappeler quelques éléments qu'on avait étudiés plus tôt dans l'année, mais je peux bien concevoir que vous ayez dormi depuis. On appelle une molécule hydrophobe une molécule qui n'a pas d'affinité pour l'eau, c'est-à-dire qu'elle va spontanément chercher à fuir les molécules d'eau, elle va se rassembler avec d'autres molécules hydrophobes pour avoir le moins de contact possible avec l'eau. Par contre, on va appeler des molécules hydrophiles, des molécules qui ont de fortes affinités pour l'eau et qui cherchent donc à établir des liaisons avec l'eau. Et quel type de liaison elles établissent? En particulier des liaisons hydrogènes. Alors comment on fait pour déterminer si une molécule est hydrophile ou hydrophobe? Il faut regarder les groupements chimiques qu'elle possède. On va commencer par le glucose. Le glucose, c'est le plus célèbre membre de la famille des glucides, et vous remarquez qu'il a de nombreuses fonctions hydroxyles. On les appelle aussi les fonctions alcool. Or, chacune de ces fonctions alcool possède un atome d'oxygène qui a des électrons non appariés. Alors pour l'histoire d'électrons non appariés, je vous renvoie à vos cours de physique-chimie. Et ces électrons sont disponibles pour établir des interactions hydrogènes avec les molécules d'eau environnantes. Donc on peut dire globalement que le glucose, avec toutes ses fonctions alcool, c'est une molécule qui est hydrophile. Mais qu'en est-il d'un acide gras? Alors, je vous remets la formule d'un acide gras, vous reconnaissez la fonction acide carboxylique à son extrémité, avec 2 atomes d'oxygène. Donc cette fonction chimique, la fonction acide carboxylique, est aussi fortement hydrophile. Mais on ne peut pas tout de suite dire, ah bah du coup, puisqu'il y a une fonction acide carboxylique, l'acide gras est hydrophile. Non, il faut remarquer que, à part cette fonction acide carboxylique, tout le reste, c'est quoi? C'est un enchaînement de carbone lié à des atomes d'hydrogène. Donc il y a une partie beaucoup plus importante sans aucun atome d'oxygène, donc pas du tout hydrophile, que la petite partie acide carboxylique qui elle est hydrophile. Donc globalement, on va plutôt dire qu'un acide gras c'est une molécule assez hydrophobe. Alors les atomes d'oxygène ne sont pas les seuls à pouvoir faire des liaisons avec l'eau. Les atomes d'azote et de phosphore en sont également capables. Donc je parle des molécules, des atomes qui nous intéressent principalement en biochimie, mais il y en a d'autres dans la classification périodique des éléments. En gardant ces règles en tête, vous devriez pouvoir déterminer le caractère hydrophile ou hydrophobe de n'importe quelle molécule. Dans la dernière activité de ce chapitre, on va se pencher sur les mécanismes moléculaires de l'absorption intestinale. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à la capacité qu'ont 3 molécules à franchir la membrane plasmique. Ces 3 molécules, c'est le dioxygène, O2, le glucose et l'eau. On va tester 2 conditions différentes. La première condition représentée en haut sur cette diapo, c'est une membrane plasmique formée de lipides et de protéines, donc une membrane plasmique classique. Et la deuxième condition, c'est une membrane plasmique constituée uniquement de lipides. Je vous laisse le soin de regarder si, dans les 2 conditions, les molécules, donc l'oxygène, l'eau et le glucose, sont capables de passer de part et d'autre de cette membrane plasmique, ou est-ce qu'il y a des conditions qui sont plus favorables. Et enfin, pour terminer, on va terminer cette vidéo en s'attardant quelques instants sur les différents types de transports qui existent dans nos cellules. On va commencer avec les transports passifs. Le mot passif renvoie au fait qu'il ne nécessite pas un apport d'énergie extérieure. Il y a 2 types de transports passifs. Le premier, c'est des transporteurs de type canal. Ils peuvent exister soit en configuration ouverte, soit en configuration fermée. Le deuxième type, ce sont des protéines transporteurs. Donc ce sont des protéines qui sont capables de lier des substances, de changer de conformation, et puis de s'ouvrir de l'autre côté pour faire passer la substance de l'autre côté de la membrane. De la même manière que pour les protéines canal, les transporteurs ne nécessitent pas d'apport d'énergie.
Et dans les deux cas, vous remarquez que la concentration en ions, donc là les ions ce sont les petites boules bleues, est beaucoup plus importante au-dessus de la membrane, dans la partie supérieure, qu'en dessous, dans la partie inférieure. Donc on peut définir ce qu'on appelle un gradient de concentration, c'est-à-dire une différence de concentration entre les deux compartiments. Dans le cas du transport passif, le transport de mes ions se fait dans le sens du gradient, c'est-à-dire du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Je vais prendre une analogie qui va, je pense, tous vous parler. C'est comme si on était dans le métro 13, en pleine heure de pointe, et on arrive à la gare de Paris-Saint-Lazare. Les gens sont compactés, serrés les uns contre les autres dans le wagon de métro, et ils vont spontanément être heureux de sortir sur le quai où il y a un peu plus d'espace et ils vont pouvoir se séparer, se distancier physiquement les uns des autres. Donc là, c'est un exemple de transport passif, il n'y a pas besoin d'apporter de l'énergie, les gens vont spontanément, naturellement, partir vers l'endroit qui est le moins concentré en gens, en personnes. Donc c'est un processus qui se fait sans apport d'énergie. Il existe un autre type de transport, c'est ce qu'on appelle les transports actifs. Alors dans ce cas-là, j'attire votre attention sur le fait qu'on a ici deux molécules. On a les ions qui sont représentés par des boules bleues et les ions qui sont représentés par des boules violettes. Vous remarquez que les gradients de concentration sont opposés. On a une forte concentration en ions bleus en haut, une forte concentration en ions violets en bas. Et si on s'intéresse à la manière dont se déroule ce transport, eh bien on voit qu'on a des molécules bleues qui viennent se fixer en bas et puis qui vont être libérées dans la partie supérieure de la membrane. Pour les molécules violettes, c'est l'inverse. Elles viennent se fixer en haut, elles arrivent par le haut, elles viennent se fixer à la protéine change de structure et va les libérer en bas, c'est-à-dire dans le compartiment où elles étaient déjà les plus concentrées. Donc, dans ce type de transport actif, on va à l'inverse du gradient de concentration. Je reprends mon analogie ferroviaire. Dans la ligne 13 du métro, vous savez, il y a toujours des personnes qui, au moment où le signal sonore retentit, veulent absolument rentrer dans un wagon de métro alors qu'il est rempli de personnes. Ces personnes-là vont devoir apporter beaucoup d'énergie pour rentrer malgré tout dans le wagon de métro. Elles vont devoir écraser un ou deux orteils, mettre un grand coup d'épaule et faire rentrer leur sac à dos en écrasant les congénères qui sont déjà présents dans le wagon de métro. Donc on apporte de l'énergie pour faire rentrer quelqu'un dans un endroit qui est déjà très très concentré. C'est exactement ce qui se passe avec les transports actifs. Il faut apporter de l'énergie pour que les molécules puissent être accumulées dans le compartiment où elles sont déjà le plus concentrées. Voilà qui conclut cette vidéo qui vient en support du chapitre numéro 12. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis bien sûr on se verra en classe virtuelle, mais d'ici là je vous souhaite bon courage et puis à bientôt pour une reprise en présentiel. Au revoir.